нашли время на интервью. Как ваши дела? Bonjour Youssef, merci d'avoir trouvé le temps pour cette interview. Comment ça va? Bonjour à vous deux. Ça va bien. Et vous-même? Спасибо, все хорошо. Как у вас? Тоже все хорошо. Tout va bien aussi, merci. Merci. Идем к вопросам. Скажите, изменилась ли ситуация в мире за год? Youssef, pourriez-vous dire si la situation a changé durant cette dernière année? La situation où? La situation dans le monde, en Ukraine, en France? Alors, oui, la situation a beaucoup évolué, notamment, disons qu'il y a eu deux événements majeurs ces dernières années. Il y a eu l'intervention russe en Ukraine et la guerre à Gaza. Ces deux événements ont fait basculer le monde ou l'opinion mondiale, je dirais. D'abord, la guerre en Ukraine, l'intervention russe plus précisément, a mis en évidence, comme on a déjà pu le dire à plusieurs reprises, que le monde occidental, l'hégémon américain, n'était plus invincible et au-delà de cela, il était possible de s'y opposer. C'est ce qu'a fait Vladimir Poutine. Et ce faisant, on a vu, disons, 75 à 80% des pays de la planète, enfin, plutôt représentant 75 à 80% de la population mondiale, soit soutenir la Russie, soit refuser de condamner la Russie. Donc disons qu'il y a eu une actualisation de cette rupture géopolitique et idéologique mondiale. Avec cette appellation d'empire du mensonge par Vladimir Poutine dès les débuts de l'intervention russe. Puis, il y a eu l'attaque du 7 octobre, menée par le Hamas, qui est aussi une conséquence de la guerre en Ukraine. Je m'explique. Le Hamas a attaqué Israël à ce moment-là, en raison bien sûr des provocations israéliennes incessantes, des violations de l'esplanade des mosquées, de l'intensification de la colonisation en Cisjordanie et des violations à Gaza. Je rappelle qu'en 2021, il y a eu une manifestation des jeunes de Gaza contre le blocus qui dure depuis 2007. Et cette manifestation a été réprimée par l'armée israélienne qui a tiré à balles réelles et qui a fait des morts. Donc le Hamas a attaqué à ce moment-là, notamment en raison du basculement géopolitique de l'isolement d'Israël. Les Américains se sont retirés progressivement de la région, du Proche-Orient, d'Afghanistan. Donc ils ont retiré des troupes de Syrie, d'Irak et des armements d'Arabie Saoudite. Et ce retrait a été notamment la conséquence de leur défaite, de la défaite des Américains et des groupes terroristes qu'ils ont soutenus en Syrie. Ce faisant, ça a produit, comment dire, ça a eu pour conséquence une présence plus intense et plus importante de l'Iran dans la région, en Syrie et en Irak, une montée en puissance du Hezbollah qui a participé à la guerre contre les groupes terroristes, et donc un isolement d'Israël, puisque Israël et son lobby ont milité pendant des décennies pour détruire les pays comme l'Irak, la Syrie notamment, mais pas seulement, le Liban, la Libye, etc. Et ce faisant, le résultat de cette défaite des groupes terroristes a isolé Israël, qui utilisaient ces groupes terroristes comme proxy. Puisque je rappelle qu'ils ont armé et financé des groupes terroristes dans le Golan, qu'ils ont soigné des terroristes, notamment d'Al-Nosra, dans leurs hôpitaux, notamment à Safed. Et donc la défaite des terroristes a été la défaite d'Israël. Sans oublier que les Israéliens se sont mis à dos les Russes, notamment en 2018, quand ils ont mis en danger des soldats russes au début de l'année 2018, autour de février, et surtout le 18 septembre 2018, quand ils ont manœuvré et fait abattre un avion russe, militaire russe, avec tout son équipage.
Je crois que c'est en 2018, après cet événement, que les Russes ont livré des S-300, des missiles S-300 à la Syrie et qu'ils ont ouvert un bureau du Hamas à Moscou. C'était un peu passé inaperçu. Excusez-moi, Youssef, je vais vous interrompre, sinon je vais perdre la ligne. Oui, oui. Alors, Фаина, сейчас я переведу начало его ответа, потому что он зашел уже в детали исторические. Значит, последний год было, год, было два главных события. Это, естественно, русская специальная военная операция и ситуация в Газе. Данные события повлияли на общественное мнение в мире и показало, что Запад — это не полная гегемония, и что и Западу можно противостоять. Владимир Путин прекрасно это показал. И также статистика показывает в мире, как говорит Юсеф, 75%, около 75% и 80% населения мира не против России, либо поддерживают Россию. 7 октября 2023 года была атака Хамаса, и это следствие событий на Украине. И вот сейчас Юсеф пытается нам объяснить, почему. То есть в 2021 году в Газе был устроен митинг против Израиля, и этот митинг был, следствием этого митинга были убийства, которые были спровоцированы Израилем. И после этого американцы, впоследствии, они постепенно ушли, убрали своих солдат из Ирака, из Сирии, и это показывало, что они проиграли. И вследствие Израиль остался изолирован, не было, то есть не стало столько поддержки Израиля от Америки. И вот, сейчас vous pouvez continuer. D'accord. Alors, suite à l'attaque du 7 octobre, les Israéliens ont mené une opération qui était en fait prévue de longue date, dont l'objectif est l'épuration ethnique de Gaza, donc chasser les Gazaouis vers le Sinaï. Et là, on en est arrivé à un stade extrêmement grave de génocide. C'est-à-dire, si on prend en compte le droit international, les conventions de Genève, effectivement, les Israéliens sont en train de commettre un génocide. Et on peut faire un parallèle entre le régime de Kiev et le régime israélien qui déshumanise son adversaire, tout comme ils ont d'une certaine façon déshumanisé les Russes du Donbass. Ils faisaient des déclarations, je me souviens, je crois que c'était Poroshenko qui disait que les enfants du Donbass vivront dans des caves et les nôtres s'amuseront, eux n'iront pas à l'école, les nôtres iront à l'école, tout en leur interdisant la pratique de la langue russe. Eh bien, ce que font les Israéliens depuis 75 ans, je dirais pas même depuis un siècle, mais surtout depuis 75 ans, c'est ce qu'a fait le régime de Kiev quelques années, mais puissance 10. Épuration ethnique, destruction des maisons, expropriation, colonisation. Et là, ils organisent carrément la famille. Ils organisent la famine à Gaza. Je rappelle les propos du ministre de la Défense israélien au début du massacre à Gaza, qui disait nous avons coupé l'eau, il n'y a plus de nourriture, nous avons affaire à des animaux humains et nous les traitons comme tels. Et le visage d'Israël, ce visage raciste, racialiste, messianique, fondé sur une conception théologico-raciale, génocidaire, est apparu au grand jour. C'est-à-dire que même les dirigeants russes et chinois, qui sont dans une confrontation géopolitique contre l'Occident, ont fini, même si c'est vrai qu'ils étaient assez timides sur la question israélienne, parce que ça fait des décennies, un siècle que les Palestiniens subissent cela, et dans un silence général et relatif. Or là, trop c'est trop, ils sont allés trop loin, et ça a conduit à des déclarations comme par exemple Vladimir Poutine qui a déclaré que le siège de Gaza lui rappelait le siège de Saint-Pétersbourg par les nazis. Un instant, je traduis. D'accord. Alors, в общем, вот это событие 7 октября после атаки Хамаса, оно
как зеркало отображает ситуацию на Украине, потому что Израиль уже почти 100 лет, то есть точная дата, 75 лет, но Юсеф говорит, что мы приближаемся, может, начало этой ситуации, оно началось около века уже назад. Израиль ведет политику против Палестины уже почти целый век. Он называет это геноцидом. И то, что сейчас происходит на Украине, это то, что ведет политика, которую ведет Израиль, но в 10 раз больше, 10 раз активнее. Вот. И, например, выступление Порошенко в 2015 году – это как раз то, что Израиль делает на протяжении уже 100 лет. Он говорил, что дети Донбасса не будут ходить в школу, будут сидеть в подвалах, не будет воды и так далее. Это то, что сейчас опять снова продолжает делать Израиль. Вот, поэтому эти два события, конфликт на Украине и палестинский конфликт, они очень похожи. C'est bon. Donc, on est dans une situation à l'échelle mondiale extrêmement intéressante. On voit par exemple les déclarations des Chinois qui condamnent régulièrement Israël. Et d'ailleurs, ils ont condamné la dernière action d'Israël, c'est-à-dire le bombardement de l'ambassade, du consulat, qui est la résidence de l'ambassadeur d'Iran en Syrie, tuant plusieurs personnalités importantes, 11 personnalités militaires iraniennes. Donc ça a été condamné par la Chine, ce qui met en évidence en fait que le bloc que j'appellerais israélo-occidental non seulement est un bloc criminel, parce que si on compte les millions de morts, là on a plusieurs dizaines de millions de morts dans les dernières décennies, et qui ne respecte pas le droit international, donc qui mène des actions constamment illégales, qui violent les territoires de pays souverains, qui colonisent, qui détruit et qui pille. Et jusqu'aux États-Unis, alors ce qui est intéressant, c'est que même aux États-Unis, on a plus de 50% des jeunes Américains qui ont basculé du côté pro-palestinien dans un récent sondage. Donc il n'y a pas qu'une fracture à l'échelle au niveau étatique, c'est pas seulement une fracture, comme on dit, entre le monde occidental et le sud global et les puissances émergentes ou réémergentes, mais c'est une fracture aussi générationnelle et idéologique au sein même de l'Occident. On a vu les manifestations massives aux États-Unis, en Angleterre, en France et dans d'autres pays occidentaux contre Israël. Donc on est véritablement à un tournant historique important. В общем, чтобы подвести итог тому, что он сказал, Юсеф, в общем, идет переход общественного мнения с одного поля на другое. Например, 50% американцев сейчас, на данный момент, они поддерживают Палестину и выступают против Израиля. То есть мы видим за этот год, мы увидели, как меняется общественное мнение с одной стороны на другую. И вот, например, даже китайцы, они официально осуждают Израиль за бомбардировки посольства Ирана в Сирии, например. Вот. То есть за год общественное мнение, оно меняется. On peut passer à la question suivante. Oui. Давай на следующий вопрос. Бывший президент Франции Николя Саркози сказал такие слова: «Мы нуждаемся в русских, и они нуждаются в нас». Почему политики Франции делают все наоборот, поставляя оружие и участвуя в конфликте на Украине? Deuxième question. L'ancien président Nicolas Sarkozy, il a dit les choses suivantes. Nous avons besoin des Russes et ils ont besoin de nous. Pourquoi les hommes politiques français font-ils le contraire en fournissant des armes et en participant au conflit en Ukraine? Pour une raison simple, c'est-à-dire que l'État français n'est plus souverain. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy y est pour quelque chose, parce que durant son mandat, dès le début de son mandat présidentiel, il a réintégré la France au commandement intégré de l'OTAN. Il a été, même avant, durant la campagne présidentielle, donc avant d'accéder au poste,
un ami très proche des Américains, puisqu'il passait beaucoup de temps à l'ambassade des États-Unis en France, à Paris, avec son équipe, l'équipe de son parti politique, et du ministère de l'Intérieur qu'il dirigeait à l'époque. Donc Nicolas Sarkozy a joué un rôle extrêmement néfaste dans l'intégration de l'État français dans le grand espace américain. On se souvient de la guerre de Libye, la destruction de la Libye, dans laquelle Nicolas Sarkozy était en pointe, puisque l'OTAN, c'est l'OTAN qui a détruit la Libye. La France et la Grande-Bretagne étaient en première ligne, et la France en particulier. Donc si la France en est arrivée à cette situation extrêmement grave d'alimenter la guerre en Ukraine contre la Russie, de participer aux sanctions boomerang qui se retournent contre la France, qui se retournent contre les Européens, et là jusqu'à déclarer que la France va envoyer des troupes en Ukraine contre la Russie, c'est précisément en raison de ces trahisons successives des hauts dirigeants français qui ont qui ont fait de la France un vassal, voire même un esclave des États-Unis. Все это потому что, ответ Юсефа, почему политики французские говорят одно, а делают другое, все потому что Франция больше не суверенное государство, и на самом деле Саркози, когда он был президентом, он сыграл очень важную негативную роль в ситуации сегодняшней, потому что именно при его мандате, президентстве, он вступил обратно в НАТО, и при нем Ливия была разрушена НАТО, то есть французская армия также участвовала в этом. И то есть он участвовал непосредственно в предательстве актов, договоренностей, которые были заключены между Россией и Францией, Россией и Западом. Сколько я знаю, большинство жителей Франции считают Макрона слабым президентом. Почему тогда его выбрали во второй раз? Это и правда поддержка народа или это несовершенство закона? Так, это какой вопрос? Четвертый. Le président français s'est porté garant des accords de Minsk. Et en même temps, il a armé l'Ukraine et préparé un affrontement avec la Russie. Maintenant, Macron veut conduire les troupes françaises à Odessa et dans d'autres régions de l'Ukraine. Cette position de Macron est-elle à l'usage interne ou Macron veut-il vraiment se battre avec la Russie? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que celui qui était garant des accords de Minsk, Minsk 1 et 2, c'était le président François Hollande à l'époque. Et d'ailleurs, il a déclaré publiquement que ces accords de Minsk n'avaient que pour objectif de faire gagner du temps à l'Ukraine pour pouvoir armer l'Ukraine et préparer l'armée ukrainienne à la guerre contre la Russie. Donc, il s'agit là d'un crime et d'une violation des accords. Ce qui explique notamment l'intervention russe finalement, puisque d'une certaine façon, François Hollande, en faisant cette déclaration, il donne raison à la Russie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport à l'attitude d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de théories, d'analyses. Bon, la première analyse qu'on peut faire, c'est que Emmanuel Macron est un président qui est délégitimé, qui est le président de toutes les crises et de toutes les révoltes depuis 2018. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de révoltes en France et on n'a jamais vu un niveau de vie chuter aussi brutalement que sous les mandats d'Emmanuel Macron. On a eu récemment la révolte des agriculteurs. Donc, effectivement, on peut émettre l'hypothèse que cette attitude d'Emmanuel Macron, belliqueuse, et l'envoi de troupes en Ukraine, est à usage interne, c'est-à-dire désigner un ennemi extérieur, c'est classique, pour essayer de calmer les tensions en interne. Or, cette stratégie est dangereuse, puisque Emmanuel Macron est identifié par de nombreux Français et de nombreuses catégories socioprofessionnelles en France comme étant un ennemi, puisqu'il a déclaré à plusieurs reprises,
il a fait montre de son mépris et de sa volonté de nuire aux Français, notamment durant la période Covid, quand il a dit « je veux, je cite, emmerder les non-vaccinés », donc il s'agissait de millions de personnes. Donc il a été identifié par les Français comme un ennemi. Or, si vous menez la guerre au peuple français et qu'en même temps vous voulez mener la guerre à la Russie, à l'État russe, implicitement, vous allez finir par coaliser vos deux ennemis, c'est-à-dire à savoir le peuple français et l'État russe. Et ce que l'on voit dans les sondages, c'est que les Français sont majoritairement contre une augmentation des tensions contre la Russie et puis contre la guerre contre la Russie. Maintenant, sur l'aspect purement militaire, l'envoi de troupes en Ukraine pose question. Quelle est la nature de ces troupes? Est-ce que ce sont des troupes d'appui? Qui compose véritablement ces troupes? Est-ce que ces troupes-là sont envoyées pour combattre directement l'armée russe ou pour simplement soutenir sur le plan logistique l'armée ukrainienne? C'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas un spécialiste militaire. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des combats et des morts du côté français, c'est pas la Russie que ça va pénaliser, c'est la France et c'est le président français, puisqu'il sera tenu responsable de la mort de soldats français, de jeunes hommes français. По мнению Юсефа, высказывание Макрона по поводу его желания ввести армию французскую в Одессу и другие регионы Украины для внутреннего использования, именно потому что за время его правления, начиная с 2018 года, особенно было много противостояний против политики президента. Вот даже недавнее было это митинги фермеров. То есть Макрон, его политика, она вызывает много противостояний внутри страны, и он пытается таким образом высказывать, что он ведет солдат на Украину, чтобы помочь Украине, успокоить местных взбунтовавшихся французов. И также Юсеф говорит, что для него, для Макрона, сейчас два главных врага — это на самом деле французы, потому что большая часть французов не поддерживает сейчас его политику, и Россия. Еще также вопрос он поднял, Юсеф, по поводу, как именно Макрон, если даже он собирается вести войска в Украину, как именно они будут помогать Украине. А на самом ли деле они будут сталкиваться напрямую с солдатами, с войсками России, либо они просто помогать логистически будут солдатам Украины. Вот. Поэтому как они точно помогать, он ответить не может, потому что он не специалист в военной сфере, но он думает, что все-таки такие высказывания, они на самом деле несерьезные, и он ведет такую политику сегодня, чтобы успокоить внутренние конфликты в стране. Теракта в Кругости в Холле, как и во многих преступлениях, которые творит Украина, присутствует след французской разведки. Почему прорыв этим занимается, как думаете? Maintenant, on passe à la question sur l'attaque terroriste de Crocus City à Moscou. Donc, après l'attaque, ainsi que dans de nombreux crimes commis par l'Ukraine, il y a une trace de services de renseignement français. À votre avis, pourquoi Paris fait-il cela? Alors d'abord, c'est pas prouvé qu'il y ait une trace des services français. À ce stade, on n'en a pas la preuve, même si effectivement Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, a simplement déclaré qu'il espérait que la France n'était pas impliquée. Donc à ce stade, on ne peut pas dire que la France soit impliquée. Par contre, il n'est pas exclu que les services de renseignement britanniques et américains soient impliqués. C'est plutôt, si on cherche du côté occidental, c'est plutôt du côté anglo-américain qu'il faudrait chercher. Maintenant, il ne faut pas exclure totalement une implication de la France, mais à ce stade-là, on ne peut pas le dire. Mais ce qu'on peut dire par rapport à cette attaque terroriste, c'est que, bon, premièrement, on a voulu, tout de suite, les Occidentaux ont voulu
faire porter le chapeau à Daesh, alors que, en fait, il n'y a pas eu de revendication au départ de Daesh. Il y a eu un communiqué indiquant que Daesh avait revendiqué, et je crois que l'agence de presse de Daesh a relayé. Maintenant, dans le mode opératoire, on ne voit pas non plus le Daesh, c'est-à-dire que ce n'est pas le type opératoire de Daesh. En général, ils ne le font pas pour l'argent. Alors là, ces terroristes-là l'ont fait pour l'argent. Premier élément. Deuxième élément, en général, ils se font, enfin, ils n'ont pas peur de mourir. Ils n'essaient pas de trouver une échappatoire. Or là, d'après le FSB, non seulement ils fuyaient, mais en plus de ça, c'était en collaboration avec les services ukrainiens, l'armée ukrainienne, qui leur avait ouvert une fenêtre pour qu'ils puissent s'enfuir vers l'Ukraine. Donc la piste de Daesh n'est pas solide. La piste ukrainienne est déjà plus solide, puisque vraisemblablement les Ukrainiens étaient au courant et ils avaient ouvert une fenêtre de sortie aux terroristes. Les Ukrainiens, en général, ne mènent pas ce genre d'action, surtout quand c'est aussi important sur le territoire russe, sans l'accord des forces de l'OTAN, au moins des Britanniques et des Américains. Donc les Britanniques et les Américains étaient soit impliqués, soit au courant, et donc ils ont donné leur autorisation. Et voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors j'ai vu tout à l'heure passer comment dire, un extrait, un témoignage, en fait, un aveu d'un terroriste disant, effectivement, confirmant les liens avec l'Ukraine. Voilà. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ce n'est pas le premier attentat des Ukrainiens où les Ukrainiens sont impliqués, les Occidentaux sont impliqués. Il y a eu un certain nombre d'attentats dans le Donbass et contre la Russie, menée par les Ukrainiens. Et je rappelle aussi la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui peut être considéré comme un acte terroriste, en tout cas un acte de sabotage, un acte de guerre. Et tout de suite, on a vu apparaître des théories farfelues. Ce seraient des pêcheurs ukrainiens, des plongeurs ukrainiens, alors que Seymour Hersh, le grand reporter américain, a bien mis en évidence à la fois la complexité de l'opération et aussi, grâce à des témoignages qu'il a eus au sein de l'armée américaine, qu'effectivement les Américains et les Norvégiens étaient impliqués. Oui. Et j'ajouterais que cet attentat terroriste démontre la fébrilité des puissances otaniennes, leur nervosité, du fait qu'ils ne peuvent pas battre la Russie sur le terrain militaire, et donc ils amènent la confrontation sur le terrain terroriste. Ответ Юсефа на то, что, возможно, Франция участвовала в этом террористическом акте, точнее, их разведка, это не доказано. Даже несмотря на то, что Шойгу сказал в своем выступлении, что он надеется, что французская разведка не причастна к этому террористическому акту, Юсеф думает прежде всего, что нужно искать след у англосаксов, естественно, у НАТО, потому что как только произошло вот это событие, этот теракт, здесь во французских СМИ начали сразу говорить, что это террористический акт от ИГИЛа, но в конце концов это также неподтвержденная версия, потому что ИГИЛ не признал своего участия в террористическом акте, и также не видно следов операционных, как он сказал, в этом акте, потому что террористы ИГИЛа, они не делают такие вещи за деньги, они делают это ради идеологии. Вот. Нужно прежде всего, конечно, искать следы среди НАТО. И даже один из террористов подтвердил, что он имел связь с Украиной при организации этого теракта. И, естественно, Украина никогда не делает никаких шагов без разрешения НАТО. То есть логистическая цепочка, в принципе, она понятна. Сейчас нужно просто искать доказательства и
надеяться, что эти доказательства найдутся и все будут наказаны, кто был причастен к теракту. На мой взгляд, должен быть ответ России на терроризм Украины и ее западных покровителей. À votre avis, quelle devrait être la réponse de la Russie au terrorisme de l'Ukraine et de ses protecteurs occidentaux? Alors, là, je, je- je laisserai les dirigeants russes faire ce qu'ils ont à faire, mais si on en suit les déclarations des dirigeants russes, à commencer par Vladimir Poutine, je me souviens qu'il a déclaré que ce qui lui importait, c'était de trouver les commanditaires et que les exécutants n'avaient pas beaucoup d'importance. C'est pour ça que même sur la question de Daesh, on voit que les autorités russes n'y ont pas apporté beaucoup d'importance, puisque les Russes sont bien placés pour savoir que Daesh est une création des Américains, les finances, l'armement et ainsi de suite. Et donc, que ce soit Daesh ou une autre organisation, ça ne change rien en fait qu'il y a des commanditaires et ils regardent du côté ukrainien et du côté occidental. Je rappelle que depuis plusieurs années, il y a des combattants de Daesh en Ukraine qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne contre le Donbass, bien avant l'intervention de, de la Russie. Donc, et il a déclaré également que quels que soient les commanditaires, eh bien, la Russie les punirait. Donc, que les commanditaires soient ukrainiens ou occidentaux ou les deux, il y aurait une action de la Russie. Maintenant, de quelle nature? Je ne vois pas la Russie mener des frappes, même chirurgicales, contre un pays de l'OTAN ou pour frapper un responsable occidental. Je n'imagine pas parce que ça conduirait à une confrontation directe entre des puissances nucléaires. Юсеф, конечно, оставляет решение, что делать с этими террористами нашим русским правителям. Они лучше знают, как с ними поступить. Но в любом случае, будь то украинские террористы, будь то ИГИЛ, потому что мы знаем также, что ИГИЛ, они финансируются со стороны американцев также. Поэтому в любом случае все они как-то так или иначе завязаны в этом террористическом акте. Как сказал, он слушал выступление президента Путина по поводу вот этого акта. Путин сказал, что, естественно, все будут наказаны. Юсеф надеется, что не будет прямого наступления России на страны-участники, страны НАТО, потому что если все-таки это случится, то это будет прямая конфронтация и, возможно, ядерная война. Вот, поэтому он надеется, что ответ России на террористические акты будут какие-то более дипломатичные и которые не приведут к прямому конфликту. Глядя на Украину, можно ли 21 мая считать Зеленского нелегитимным президентом? Как будет в этом случае выкручиваться Запад? Так, maintenant on revient à nouveau à la question de l'Ukraine. Zelensky peut-il être considéré comme un président illégitime depuis le 21 mai? Comment l'Occident va-t-il réagir? Je veux dire, donc à partir de 21 mai, il ne sera plus le président légitime. Et comment, à votre avis, l'Occident va trouver une solution pour cela? Alors, qu'est-ce que vous entendez par illégitime? Il y aura des élections présidentielles, c'est ça? Et qui seront annulées? Un instant. Вопрос по поводу... То есть с 21 мая он больше не легитимный президент, потому что его срок заканчивается, правильно? Да. Oui, en fait, donc à partir de 21 mai, il ne doit pas être président parce que c'est la période des élections en Ukraine. La question de la légitimité, je préfère éviter en général de parler de la légitimité d'un dirigeant étranger. Je ne suis pas bon juge, mais ce qu'on peut dire, là c'est factuel, c'est que Zelensky a été mis en place, notamment par un oligarque ukraino-israélien, Igor Kolomoïski,
qui a notamment financé les groupes armés néo-nazis ukrainiens. Donc c'est un homme de l'oligarchie, l'oligarchie ukrainienne, mais en connexion avec les Occidentaux, qui a été mis en place donc avec l'approbation des Occidentaux. Seulement, ce qu'il faut rappeler, c'est que effectivement, Zelensky s'était fait élire sur un programme de paix, en fait, d'apaisement des relations avec la Russie, et très rapidement, sous la pression de l'OTAN et des néo-nazis, des nationalistes ukrainiens qui l'entouraient, il a très rapidement fait volte-face et a poursuivi en fait dans la politique otanienne contre la Russie. Donc maintenant, effectivement, avec ces données-là, on peut arriver à la conclusion que c'est un président illégitime depuis le départ, puisque le régime qui a été mis en place, pas sous Zelensky, mais avant Zelensky, notamment avec Poroshenko, est le résultat d'un coup d'État fomenté par les Américains. Donc le régime de Kiev, en fait, le régime qui est en place depuis, je crois, février 2014, est un régime illégitime qui n'est pas fondé sur la volonté du peuple ukrainien, mais sur la volonté de Washington. Voilà. Maintenant, par rapport aux élections, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Юсеф не берется судить легитимность какого-либо президента, который из страны зарубежной, то есть не его страны, но он, конечно, высказывает свое мнение, что с самого начала Зеленский не был легитимным президентом, он был поставлен на это место благодаря усилиям одного из украинских олигархов, которого зовут Игорь Коломенский, правильно? И этот олигарх, он участвует, он близко связан с Западом и с НАТО. Поэтому даже учитывая, что когда Зеленский баллотировался в президенты, и он представил свою программу, которая была мирной программой изначально, то есть успокоение конфликта между Россией, русскими и Украиной, которая стремится в Европу, как только он был избран, его программа, его поведение резко изменилось под давлением НАТО. И эта информация, то есть она изначально, ее можно найти везде, и он считает, что изначально Зеленский не является легитимным президентом. Как дальше будут вести себя западные власти и как они выкрутятся, он не берется судить. Практически во всех западных странах нехватка альтернативного мнения. Как доносить правду людям? Dans presque tous les pays occidentaux, il y a aujourd'hui une pénurie d'opinion publique, alternative, pardon. Comment faire parvenir la vérité aux citoyens, à votre avis? Alors c'est déjà le cas grâce aux médias alternatifs qui sont très nombreux en Occident, que ce soit dans le monde francophone ou dans le monde anglophone. Alors bon, on a quand même déjà un impact assez important sur une bonne partie de la population. Il y a aussi une question générationnelle, c'est-à-dire que ceux qu'on appelle les boomers, qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, donc là, c'est cette génération-là bourgeoise qui a profité des Trente Glorieuses, eux sont encore très majoritairement scotchés devant leur téléviseur et dans les grands médias. Il y a aussi la question des catégories sociales, ceux qui votent majoritairement par exemple pour Macron, ceux qu'on appelle les CSP+, les cadres supérieurs, sont eux aussi très attachés au narratif de l'oligarchie occidentale. On le voit, moi j'ai vu pendant la guerre en Ukraine, on voyait l'intervention russe, on voit des drapeaux ukrainiens à Paris, en région parisienne. Ça dépendait des quartiers. Donc en général, quand vous vous baladez dans des quartiers bourgeois, vous voyez les drapeaux ukrainiens. Mais dans les quartiers populaires, pas du tout.
Et donc, il y a aussi une question générationnelle, c'est-à-dire que les médias alternatifs touchent beaucoup la jeunesse. Quand je dis la jeunesse, c'est assez large, hein. C'est de 20 à 40 ans. Voilà, c'est les gens de ma génération. Donc, il ne faut pas du tout sous-estimer l'impact de ces médias alternatifs, d'autant plus que leur nombre est en augmentation exponentielle depuis ces dernières années. Il y a eu la période Covid, avec le Covidisme, qui a, qui a fait augmenter le nombre de médias alternatifs, de gens qui se sont spécialisés sur la question, et beaucoup de gens qui ont été alertés par cette tyrannie sanitaire qui s'est imposée dans le monde occidental, mais pas seulement dans le monde occidental, a amené beaucoup de gens dans le champ de la réflexion politique ou dans l'éveil politique. Et donc, ce sujet-là du Covid a amené les gens sur d'autres sujets. Et ceux qui ont été interpellés, notamment par la guerre en Ukraine, aussi sont venus aux médias alternatifs. Donc je pense que, là, on le voit par exemple par rapport à la réaction aux États-Unis je crois que c'est le patron de l'Anti-Defamation League, c'est une organisation juive qui censure tout ce qui critique à la fois le pouvoir juif, le lobby juif ou Israël, et qui s'était insurgé contre TikTok en disant que en fait, les images de ce qu'on voit à Gaza, du massacre à Gaza, qui sont virales, notamment via TikTok, posent un véritable problème aux puissances israélo-occidentale et tout particulièrement au lobby juif sioniste, et il demandait de l'interdiction du média TikTok, par exemple. Voilà. Donc, il ne faut pas du tout sous-estimer les médias alternatifs sur Internet, ça a un gros impact. На самом деле не стоит недооценивать влияние альтернативных СМИ на Западе. Они присутствуют, и их влияние достаточно сильное, несмотря на то, что все еще остается много так называемых бумеров. Это население, господи, в общем, люди, которые родились после Второй мировой войны, которые приклеены к телевизорам и которые на 100% верят тому, что им говорят в телевизорах, это население еще присутствует, но вот он делает анализ населения Франции, например. Он заметил, что в районах богатых, где живут буржуи, как называют французы их, там можно заметить еще украинские флаги, развешенные, например, на балконах. Но когда мы попадаем в более бедное, в кварталы бедного населения, этого мы не замечаем, потому что бумеры живут, и они живут в комфорте, а бедное население, они как раз-таки ищут альтернативные информацию, и молодежь, она уже не подвержена телевизору, в общем, влиянию телевизора. Также альтернативные медиа, СМИ, они появились благодаря ковиду, когда французская политика, Франция вела активную войну против пандемии, и люди, молодежь, они видели, что их обманывают. Вот. И также можно еще сказать такой пример, он привел Юсеф, что в Америке еврейская община попросила закрытия ТикТока, потому что в ТикТоке очень много видео, которые публикуются из Палестины, которые оказывают огромное влияние на мнение общественное, потому что люди через ТикТок видят, что происходит на самом деле в Палестине. Поэтому недооценивать все-таки не стоит альтернативные СМИ, но нужно продолжать вести вот эту борьбу альтернативную и информационную, имеется в виду. И, возможно, мы все-таки победим. Вы понимаете, что информация, которую вам доставляют СМИ, правдива? Comment? Как вы понимаете? Alors, comment s'assurer de la véracité des informations données par les médias de masse et même pas de masse, des médias alternatifs aussi. De nos jours, il est difficile de distinguer les faux et de la vérité, le faux et le vrai.
Bah, ça, c'est le travail du journaliste, disons, indépendant. Et pour ce qui est du citoyen, il doit multiplier les sources. C'est-à-dire que quand il voit une information, il doit la recouper systématiquement et donc multiplier les sources et notamment aller chercher des sources étrangères de différents pays pour s'assurer de la véracité de l'information. Mais il faut être extrêmement prudent, effectivement, parce que des fois, il y a des informations, des fausses informations qui circulent, qui paraissent tout à fait euh, vraies, réalistes. Donc, il faut être extrêmement prudent parce qu'on se fait aussi intoxiquer par l'ennemi qui nous envoie des fausses informations et qui sont relayées pour nous discréditer. Ça aussi, il faut faire attention à cela. Notamment, il y a des gens dont c'est le travail, c'est-à-dire discréditer enfin, les opposants politiques et idéologiques en s'en rapprochant, s'assimilant à eux et en diffusant des informations ou des idées complètement délirantes. Donc, il faut effectivement être prudent. Donc, il faut utiliser des sources sérieuses et multiplier les sources et recouper l'information. Нужно, конечно же, быть осторожным, когда мы получаем любую информацию из массовых медиа или из альтернативных медиа, потому что в альтернативных также может быть неправдивая информация. Нужно использовать нужно читать, смотреть разные источники информации, и не только своей страны, но и других стран, чтобы уметь сравнивать источники информации. И, конечно же, нужно всегда перепроверять и доверять более серьезным альтернативным медиа, чем просто каким-нибудь видео непроверенным, например. Спасибо большое за беседу. Была рада пообщаться. Спасибо, здорово, Анна. Merci beaucoup pour cette interview. C'était très intéressant, comme d'habitude, de discuter avec vous. Et merci, Anna. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. À bientôt. Спасибо большое вам тоже за приглашение и до скорого. Отлично записали. Еще раз вам большое спасибо. Потом скину ссылку на готовый материал. Хорошо. Et donc, elle va faire le montage et elle va vous envoyer le lien avec l'interview bientôt. D'accord, je diffuserai. Très Avec bien. plaisir. Merci. Merci beaucoup, Youssef. Au revoir. Пока. Bye. Bye.